Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Amina, pour cette introduction. J'espère que vous voyez les diapositives que je viens de partager. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Pour séjourner fiscalité développement de l'OCDE. Nous avons une session palpitante. Nous allons travailler et parler des travaux menés par l'IGF et l'OCDE s'agissant de la fiscalité des ressources naturelles et le soutien que nous fournissons aux pays en développement qui sont riches en ressources. En guise d'introduction, je m'appelle Andrew Viola. Je suis ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. Je suis conseillère senior au sein de l'OCDE et je suis à la tête du travail de l'OCDE s'agissant du secteur des ressources naturelles et je soutiens également les pays en développement riches en ressources naturelles pour qu'ils puissent en bénéficier. J'ai également avec moi mon collègue Thomas Lassoure de l'IGF et je cède la parole à Thomas pour qu'il puisse se présenter. Thomas, vous avez la parole. Merci beaucoup, Andrew. Je suis ravie de pouvoir partager cette session avec vous afin de parler d'un sujet très important. Je m'appelle Thomas Lassoure. Donc, Thomas, je suis conseiller politique au sein de l'IGF, l'initiative mondiale pour ceux et celles qui ne savent pas. Il s'agit du Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable. Il s'agit d'une initiative qui a maintenant 84 membres. Euh, le Chili vient de se joindre à nous il y a quelques semaines. Nous représentons des gouvernements, des ministères des mines et les différentes parties prenantes se réunissent afin de parler du secteur minier dans la promotion du développement durable, comment maximiser les bénéfices et minimiser les risques. Nous avons un partenariat de longue date avec l'OCDE et nous souhaitons vraiment mettre ce partenariat en vitrine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer avec juste la vue d'ensemble, les différents sujets que nous allons aborder. Nous allons commencer avec les différents points que vous voyez à l'écran. Nous allons commencer avec l'importance du secteur extractif pour les pays en développement. Ensuite, nous allons vous donner les grandes lignes s'agissant du programme BEPS sur le secteur minier, le soutien que nous fournissons en partenariat avec l'IGF aux pays dont ils ont pu bénéficier dans le cadre du programme BEPS dans le secteur minier. Pour commencer, ce sera M. Webster Malinga qui prendra la parole. Il s'agit d'un inspecteur au sein des autorités zambiennes. Il va partager son expérience s'agissant de l'aide dont ils ont pu bénéficier. Nous allons par la suite passer la parole à M. Sergio Oscar Guerrero de l'administration fédérale en Argentine qui va partager son expérience s'agissant encore une fois de l'aide dont il a pu bénéficier. Par la suite, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons nous tourner vers l'avenir. Nous allons parler des projets pour 2024 et au-delà. Par la suite, Thomas prendra la parole et va rentrer dans les détails avec les faits marquants de l'IGF. J'espère que nous aurons assez de temps à la fin de la séance pour vous céder la parole pendant une session questions-réponses. Il y a également l'option de poser vos questions directement dans le chat. Et j'espère que nous allons pouvoir également partager cela. Cette, cette session plutôt sera enregistrée, les diapositives seront disponibles par la suite. Nous allons donc rentrer dans les détails, vraiment alimenter cette discussion autour des ressources naturelles. Alors, que représentent ces chiffres? Je vais vous donner quelques secondes. Alors, pour commencer, donc 100 à 240 milliards de dollars par an, c'est le montant, c'est les recettes perdues annuellement à cause du BEPS, c'est-à-dire entre 4 et 10%. C'est un montant significatif et important, notamment pour les pays en développement, qui manquent les ressources afin d'aborder ces différentes questions liées au BEPS. Deuxième chiffre maintenant, 470 à 730 millions de dollars par an. Ce chiffre, c'est l'évaluation du FMI s'agissant de risques liés au BEPS dans le secteur minier chaque année en Afrique. Encore une fois, c'est pour le secteur minier et pas pour les produits pétroliers et gaziers, uniquement en Afrique et par an. Donc, vous voyez,
C'est un montant important de recettes fiscales qui sont perdues. C'est, c'est vraiment des problèmes, c'est vraiment des problèmes auxquels nous souhaitons trouver des solutions. Nous passons à la diapositive suivante. Quelle est l'importance du secteur extractif pour les pays en développement? Je crois que cette diapositive fait vraiment un bon travail pour souligner l'importance du secteur extractif. Nous avons présenté une diapositive semblable l'année dernière. Là, cette diapositive vous montre les données que nous avons eues de la Banque mondiale avec les rentes en matière de ressources naturelles en tant que pourcentage du PIB. C'est un outil très important afin de souligner l'importance du secteur extractif pour les pays en développement. Nous avons différents pays en développement qui dépendent des rentes des ressources naturelles, c'est-à-dire les retours provenant des ressources naturelles afin de soutenir les économies. Si l'on regarde RDC, Zambie et Mongolie à gauche, on voit que les rentes, en tant que pourcentage du PIB, sont au-delà de 30, sont supérieures à 30%. Et si on fait la répartition maintenant pour les différentes catégories, on voit au milieu, nous avons les pays à faible revenu. Les rentes venant des ressources naturelles en tant que pourcentage du PIB, 13% en 2021. Et si l'on compare ce chiffre aux pays à haut revenu, là, c'est vraiment tout à droite et c'est à 2%. Et si l'on compare ce chiffre aux pays membres de l'OCDE, c'est 1,4%. Cela souligne que pour les pays en développement, les ressources naturelles comprennent une contribution importante au PIB, beaucoup plus que pour les pays développés. Ce que l'on voit également, c'est une augmentation des rentes en tant que pourcentage du PIB entre 2020 et 2021, ce qui démontre que le retour pour les secteurs extractifs est assez volatile et lié pour maximiser les retours reçus et perçus par les pays en développement. Et c'est ce que nous allons présenter aujourd'hui. Les prochaines diapositives vont décortiquer les différents types de soutien fournis auprès des euh, pays bénéficiaires au cours des années. Donc, pour qu'on a une perception maximale des recettes, on a vraiment l'expérience en matière du secteur et l'OCDE. Nous sommes dotés d'expériences solides s'agissant de, de fiscalité. Nous avons différentes divisions, y compris le programme inspecteur des impôts sur frontières, l'ISF. Nous avons une approche tripartite et les trois éléments sont à l'écran. Si on voit à gauche en bas, nous avons également nos programmes approfondis. Là, ce sont des programmes multiannuels ou pluriannuels avec plusieurs points d'engagement. Ces programmes sont personnalisés afin de répondre aux différents besoins particuliers d'un seul pays. Nous avons également des formations régionales et ça au milieu. Nous avons une formation qui comprend 8 modules avec un focus sur le secteur mine extractif. Ce qui est très important de prendre en compte pour la formation régionale, c'est que c'est une formation en collaboration avec nos partenaires régionaux. Nos partenaires régionaux sont très importants parce que ce sont ces entités qui comprennent les besoins, les désirs et les nécessités de nos bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle nous avons adapté les modules afin de répondre aux besoins de nos euh, bénéficiaires. En Asie, nous travaillons avec la Banque de développement asiatique, nous travaillons avec le CIAT en Amérique latine et avec l'ATAF en Afrique. On a une dernière composante de ce programme. Il s'agit d'orientation pratique, les articles qui sont publiés et les outils qui sont élaborés. Nous avons une approche tripartite, comme j'ai déjà dit, des pays riches en ressources afin qu'ils puissent naviguer les différents risques que représentent les... Et nous allons parler pendant la présentation, mais j'espère que cela vous a donné un aperçu de cette image ou des grandes lignes s'agissant de ce partenariat entre l'IGF et l'OCDE.
Alors, le CDE et Et ensuite, l'IGF, nous avons le programme web dans le secteur minier qui a vu le jour en 2018. Opportunité d'avoir de vrais résultats. Nous avons les principales réalisations qui sont à l'écran. Nous avons mené au moins 33 séances de renforcement des capacités et ce grâce à notre formation régionale et les sessions bilatérales. Nous avons également pu former plus de 3000 fonctionnaires. Nous avons une étendue qui est très importante et en moyenne, 95% des participants estiment que nos sessions ont renforcé la capacité, ce qui veut dire que la formation est pratique et technique, mais qui engendre des améliorations techniques. Nous avons également élaboré et publié 5 documents d'orientation pratique sur les risques matériels liés au BEPS dans le secteur minier. Nous allons parler de, de ce dernier article plutôt, qui a été publié et nous avons renforcé la législation internationale en matière d'impôt sur le revenu, y compris en ce qui concerne les prix de transfert pour 5 pays en développement. Le focus n'est pas uniquement sur le renforcement des capacités ou la formation. Nous avons ce type d'aide ou d'assistance. Et nous nous penchons sur les codes miniers, sur les législations internationales et nationales et les bonnes pratiques. J'ai également partagé quelques histoires d'impact. Nous avons élaboré ces différentes histoires afin de souligner le type d'assistance et d'aide fournie aux pays en développement riches en ressources. Nous allons donner la parole à la Zambie. Nous avons travaillé avec l'autorité zambienne depuis plusieurs années maintenant, notamment dans l'audit des compagnies et des sociétés minières. Nous avons une autre histoire s'agissant du travail fait avec la Mongolie. Nous avons travaillé avec la Mongolie, nous travaillons depuis 2019 avec la Mongolie et nous avons également élaboré un partenariat avec le programme de l'ISF pour un audit en matière de prix de transfert. Nous avons généré 1,5 milliard euh, et, des revenus ou des recettes supplémentaires en dollars également. Et nous avons également une histoire s'agissant de la Guinée. Je ne sais pas si vous avez participé à la réunion de l'année dernière et nous avons parlé des prix de référence pour la bauxite en Guinée. Et là, nous avons vraiment eu un établissement d'un prix de référence pour obtenir des rendements équitables. Alors, ce prix de référence pour la bauxite met un cap sur les prix. Et un des avantages, c'est vraiment le fardeau de la preuve, c'est vraiment sur les contribuables et pas sur l'administration fiscale. Les différentes histoires sont disponibles sur notre site web et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site afin de consulter ces documents. Alors, le programme BEPS dans le secteur minier obtient de véritables résultats concrets pour les pays en développement. Si je passe maintenant aux programmes bilatéraux d'approfondissement, j'ai parlé de cette approche tripartite. Pour commencer, nous avons encore une fois les programmes bilatéraux. Le programme ou les programmes d'approfondissement offrent un soutien personnalisé aux pays en développement riches en ressources, des programmes sur mesure qui sont adaptés aux besoins et aux souhaits du pays. Ce n'est pas un seul modèle que nous livrons à tous les pays. Nous apportons des modifications, des amendements afin d'avoir un plan de travail détaillé sur mesure, adapté aux besoins et aux nécessités du pays. Il s'agit de 3 ans ou même plus. Je vous ai dit que cela fait maintenant 5 ans que l'on travaille en Mongolie, c'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. Nous avons des interactions régulières. Nous avons également des programmes de renforcement de capacités sur mesure. Nous n'avons pas de programmes qui sont les mêmes. Nous souhaitons vraiment regarder les exigences et les besoins du pays en question. Connaît-il du contexte juridique? Quels sont les produits ou les minéraux qui sont exportés? Connaît-il des parcours institutionnels? Et nous essayons de travailler avec les différentes agences gouvernementales, les autorités fiscales, le ministère des Finances et des Mines également, même s'il y a d'autres parties prenantes. Nous avons le focus sur 3 domaines principaux.
La politique fiscale, nous passons en revue le cadre fiscal afin de glaner les bonnes pratiques et afin de pouvoir fournir des recommandations en matière de besoins de capacité pour que nous puissions par la suite élaborer des formations sur mesure. Comme j'ai parlé pour la Mongolie, nous travaillons également avec l'ISF pour tout ce qui est audit et contrôle, pour élaborer un programme de renforcement de capacité. Voici une petite idée des pays avec qui nous travaillons. Nous avons lancé de nouveaux programmes en 2023. Nous avons commencé avec le Pérou en octobre 2023. Vous avez la petite photo à l'écran. Et nous avons eu une mission avec un exercice de cadrage pour vraiment comprendre les besoins des différentes agences gouvernementales. Nous avons pu élaborer un plan de travail en consultation avec les agences gouvernementales avec des objectifs clés et clairs. Nous sommes en train de fournir cette assistance. Nous souhaitons également ajouter le Zimbabwe en 2024 et ce en partenariat avec l'ATAF. Nous avons d'autres programmes qui sont déjà en place avec leur propre plan de travail. Nous avons eu des missions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Équateur. Nous avons eu des sessions de renforcement de capacité en présentiel sur l'industrie du cuivre avec un expert en la matière. C'est un nouveau secteur pour l'Équateur. Nous avons donc délivré cette formation de 3 jours. Comme j'ai déjà évoqué, nous avons travaillé avec la Guinée s'agissant du prix de référence de la bauxite et à l'amélioration du cadre juridique en matière de prix de transfert. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons élaboré un modèle de feuille de conditions fiscales et nous avons également eu un renforcement de nos capacités en matière de prix de transfert. Nous allons nous y rendre la semaine prochaine afin de continuer ce travail. Et encore une fois, la Mongolie, le renforcement continu des capacités liées à l'évaluation des risques et aux mesures de conformité dans le secteur extractif. J'espère que vous avez donc eu un aperçu s'agissant du travail que nous faisons. On peut également parler des autres éléments. Nous avons les outils, les boîtes à outils plutôt, et les différents articles qui sont publiés. Nous avons eu différents articles, différents documents qui ont été publiés. Nous souhaitons partager donc des renseignements, des connaissances. Et je ne sais pas si vous le savez, mais au mois de novembre de l'année dernière, nous avons lancé notre nouvelle boîte à outils, la détermination du prix des minéraux, un cadre pour les prix de transfert. Nous avons également 2 plannings qui ont été lancés, un pour la bauxite et un autre pour le lithium. Ces boîtes à outils fournissent des cadres pour l'application de la méthode du prix comparable non contrôlé à la valeur des minéraux, dit COP en anglais. Et nous savons que la valorisation ou la tarification des minéraux peut être assez compliquée. L'idée derrière la boîte à outils est de fournir des orientations pratiques pour aider et pour évaluer les risques liés au prix de transfert dans l'évaluation ou la valorisation du prix des minéraux. Nous avons 3 sections, 3 composantes pour commencer. Nous avons la chaîne de valeur et les différents risques liés au prix de transfert. Nous avons la boîte à outils qui met l'accent sur la détermination du prix des minéraux, mais nous avons également cet aspect, le cadre pour l'application de la méthode du prix comparable non contrôlé à la valeur des minéraux. Là, ce sont des facteurs économiquement importants qui impactent le prix. Nous avons également les orientations et les lignes directrices de l'OCDE s'agissant du ou des prix de transfert qui sont prises en compte. C'est vraiment un alignement des différents textes
mais ce document a pour objectif d'animer les autres publications, les autres articles de l'OCDE. Regardons également les autres options, à titre d'exemple, les œuvres et les processus à l'amiable. Je vous encourage de regarder la boîte à outils. L'idée est de maximiser les revenus et les recettes fiscales. Comme j'ai également mentionné, nous avons des boîtes à outils distinctes appliquant le cadre à des minéraux spécifiques. Nous avons chaque minéral qui est différent. Alors, pour que ces boîtes à outils soient euh, significantes, signifiants plutôt, nous avons différents calendriers qui sont suivis pour les différents minéraux. Nous avons donc un planning pour la bauxite. Nous avons également fourni un calendrier pour le lithium mis en consultation publique au mois de novembre 2023 et ce document de consultation publique a été finalisé. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir fourni les commentaires qui sont disponibles sur le site web de l'OCDE et nous sommes dans le processus de mettre à jour cette boîte à outils qui sera publiée plus tard dans l'année. Vous avez les liens qui sont disponibles avec la présentation. Si vous avez ces produits à l'exportation, je vous encourage de regarder ces différentes informations. Nous sommes en train d'élaborer une boîte à outils pour le cuivre qui sera mise à disposition cette année et nous regardons des options pour d'autres matières premières, l'or, le minerai des fers et le charbon. Je vais continuer. Je vais peut-être accélérer un petit peu pour ces dernières diapositives. Nous avons un autre élément de notre programme. Il s'agit de notre programme ou de nos programmes régionaux de formation en partenariat avec l'IGF et les partenaires fiscaux régionaux. Nous proposons un cours de formation de haute qualité sur la fiscalité internationale et son application au secteur extractif. Nous avons des fonctionnaires de différents agences, les ministres des Mines, des Finances, les autorités fiscales. La formation comprend 8 modules sur la fiscalité internationale dans le secteur extractif. Et nous avons différents modules, à titre d'exemple, les risques liées aux BEPS, les transactions financières et les transferts offshore indirects. Et encore une fois, cette formation est dispensée dans 3 régions distinctes avec 3 différentes partenaires. Quelques faits marquants de l'année dernière, nous avons travaillé avec la Banque de développement asiatique. Nous avons eu une formation au siège de la Banque de développement asiatique à Manille. Nous avons 35 fonctionnaires de 11 pays différents présentiels, 54 ont également participé en ligne. Nous avons également eu un programme régional de formation virtuelle en Afrique, en Amérique latine et en Afrique de l'Est avec WATF. Et enfin, je vais partager quelques nouveautés. Nous avons développé et enregistré de nouveaux contenus qui feront partie de l'offre de formation 2024 et ces modules de formation ont été enregistrés et les participants vont pouvoir accéder à la formation sur la plateforme de partage de connaissances, la KSP de l'OCDE. Et par la suite, il y aura des sessions questions-réponses après chaque module pendant lesquelles les participants vont pouvoir partager l'expérience, poser des questions. N'hésitez pas à garder un œil sur la messagerie. Les invitations seront envoyées au mois de juin si jamais vous souhaitez participer. Merci de votre attention. C'en est tout pour moi. J'espère que vous avez mieux compris les systèmes de l'OCDE, de l'IGF et l'assistance que l'on offre dans le cadre de notre programme PEPS sur l'extraction minière. Je vais maintenant donner la parole à notre représentant de la Zambie. Il a beaucoup d'expérience dans l'unité d'audit de l'administration fiscale en Zambie et il va nous parler de notre programme en Zambie, notre programme d'approfondissement. La présentation pour vous donner un aperçu de ce programme d'approfondissement de la TAF OCDE IGF. Donc, c'était un programme d'approfondissement sur les BEPS dans l'extraction minière.
Il y a eu notamment de l'assistance technique sur les questions fiscales dans le secteur minier. Et donc, voilà les différentes activités que nous avons mises en place. Donc, nous avons notamment fait une formation sur la valorisation de la manganèse pour les exports. En plus de cela, nous avons eu une formation sur différents concentrés et différents minéraux, notamment la manganèse. On s'est pensé sur la valorisation des minéraux, notamment la manganèse, qui était sous-valorisée, notamment dans le cadre de cette formation sur la valorisation des droits miniers. Il y a une meilleure harmonie entre les exportateurs et les droits d'export. Donc, nous avons regardé les méthodes de valorisation des minéraux avec 4 méthodes différentes. Ensuite, nous avons rédigé une note de pratique sur les prix du cuivre et un autre sur la manganèse. Le cuivre vient du Congo généralement. Et si les minéraux proviennent d'un autre pays, si une entreprise minière attribue un prix à son minéraux et lui attribue un prix, en fonction du pays, la tarification ne peut pas être la même. Donc, cette rédaction de notes pratiques allège les défis en matière de valorisation. On a également eu des orientations en matière de prix de transfert et de questions sur l'extraction minière. On nous a donné de l'aide, même quand on en demandait à la dernière minute. Ça a beaucoup aidé également. Ce programme a énormément aidé à améliorer le cadre législatif. Maintenant, quel a été l'impact positif de cette collaboration? Tout d'abord, on s'est rendu compte que les entreprises minières qui, par le passé, ne déclaraient pas les minéraux ou les minéraux précieux, commençaient à les déclarer. Dans ce pays, c'est principalement le cuivre qu'on a. Mais il y a également d'autres produits, des produits dérivés et des produits plus précieux. Étant donné que ces entreprises minières ont tendance à les vendre à d'autres parties prenantes ou à des filiales, eh bien, ils ne le déclarent pas complètement. Et grâce à la coopération de l'OCDE, désormais, ils déclarent également l'or, l'argent, etc. Et il y a des pays qui payent des commissions à ces entreprises, à des parties prenantes pour le marketing de cuivre ou d'autres minéraux. Et grâce à cette coopération, on ne voit plus ce type de pratique. Ces commissions, elles, ne sont plus payées au nom de ces entreprises minières. Et on a vu également des changements de régime de ces entreprises. Parce qu'il y avait beaucoup de transferts entre les entreprises minières et on en voit de moins en moins. Et étant donné qu'on a vraiment amélioré nos capacités grâce à cette collaboration, on voit que les entreprises changent leur business model. Par le passé, il y avait des entreprises qui séparaient leurs activités minières de leurs autres activités. Et étant donné qu'il y avait des différences de taux d'imposition en fonction du secteur, les entreprises minières utilisaient ça. Et ça, c'est en train de disparaître. On a d'autres entreprises minières également qui se formaient en groupe.
Et ces entreprises ne déclaraient pas de bénéfices, mais après avoir changé leur business model, on voit que ces entreprises ont arrêté ces pratiques. Et les entreprises minières, désormais, on le voit, elles déclarent davantage d'autres minéraux tels que l'argent et l'or. Et on a de moins en moins des pertes sur opération de couverture. Grâce à cette collaboration, on voit de meilleures pratiques dans le secteur des pierres précieuses. Et on voyait qu'il y avait des primes et des promotions, des réductions de prix et des coûts de traitement qui étaient réduits lorsque c'était avec des parties liées en dessous du prix du marché. Or, certains pays, certaines entreprises utilisaient ces promotions, ces rabais pour réduire la valorisation des minéraux. Donc, on a demandé de l'aide dans ce domaine. On veut voir également améliorer nos systèmes de résolution des conflits. On pense que ce sera utile dans ce domaine. Et on a vu également que les prix des métaux sur les marchés internationaux sont parfois estimés en des devises ou en des unités de valeur différentes. Et ça, c'est un problème pour nous. Donc, on aura besoin d'aide en la matière. Merci beaucoup pour cette présentation des impacts positifs de cette collaboration en Zambie. On voit que c'est un programme qui est personnalisé, donc ça aide avec les prix de la manganèse, du cuivre. D'ailleurs, on voit bien l'impact qu'on a eu, que ce programme a eu en Zambie, notamment avec une augmentation des déclarations sur les minéraux qui impactent les revenus d'un pays. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels on peut continuer à vous aider et merci beaucoup de ce retour d'expérience. Alors, je vais commencer maintenant à partager mon écran. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Vous le voyez? Donc, Oscar Vero, qui nous vient de l'administration fiscale en Argentine. Il travaille notamment au grand compte. On vous écoute. Merci, Andrew. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir en fonction d'où vous vous trouvez. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le CDE et l'IGF d'avoir invité l'Argentine à cette session. Je connais le travail de ces deux institutions, donc c'est un vrai honneur pour moi d'avoir été invité. Et notre gouvernement a été très impliqué et a beaucoup travaillé avec l'IGF pour essayer de trouver des solutions aux questions de fiscalité dans les prix du lithium et dans le lithium sur le marché. J'ai travaillé également avec le CDO, au groupe de travail 9, sur les questions fiscales avec mes collègues, mais également avec le groupe de travail 6 et 11. Afin d'être plus efficace dans mon intervention, je vais passer à l'espagnol pour plus d'efficacité. Et merci d'ailleurs aux interprètes en amont. Je les remercie. Je veux rester concis dans cette présentation et c'est la raison pour laquelle
Pour plus d'efficacité, je pense qu'il est essentiel que je parle dans ma langue natale, l'espagnol, ma langue maternelle. Donc, tout d'abord, merci encore. C'est à vrai dire assez difficile en quelques instants de pouvoir résumer. Après, surtout ces formidables interventions de nos collègues de la Zambie. Il a d'ailleurs très bien résumé les choses. Il a devancé beaucoup de choses que j'avais l'intention de dire, à vrai dire. On m'a demandé de mettre en exergue certains éléments de l'expérience argentine, notamment pour ce qui concerne le secteur du lithium. Pour ce qui est du secteur du lithium, donc, il y a une croissance que l'on observe depuis plusieurs années. Et les perspectives, c'est que la tendance à la croissance va continuer. Et c'est notamment grâce à la transition énergétique que l'on observe avec l'électrification des moyens de transport. Mais ce n'est pas uniquement à cause de ça, mais à vrai dire, il y a également beaucoup de pression exercée sur le secteur. En d'autres termes, le gouvernement argentin, il y a plusieurs années, a commencé à s'attaquer à ce problème avec beaucoup de sérieux. Il veut prendre des actions, des mesures, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé de l'assistance technique, et c'est ce que nous avons eu de la part de l'IGF et de cette collaboration. L'Argentine, avec le Chili, la Bolivie, représente en Amérique latine un grand pourcentage des réserves de lithium. Et j'insisterai sur le point que, après la croissance de la demande au niveau international, il y a eu de grandes pressions exercées sur ce secteur. Et nous devons prendre en compte également la position du gouvernement concernant les activités industrielles. Moi, je travaille sur les questions fiscales et c'est la raison pour laquelle je vais principalement depuis l'Argentine. Donc, le fait qu'on doit payer des droits d'exportation qui est collecté par le bureau des douanes. J'y reviendrai un peu plus tard, ce bureau. Et d'un autre côté, les minéraux, notamment le lithium, sont des ressources naturelles. L'extraction de ces ressources naturelles requiert qu'on paye, étant donné que c'est un bien qui appartient au pays, une redevance en fonction de la valeur, des coûts et des efforts requis pour extraire ces ressources. Et d'un point de vue fiscal, qui est donc mon domaine de prédilection, les exportations, comme vous le savez peut-être, génèrent un profit qui doit être imposé par le pays source, dans ce cas-ci, l'Argentine. Et cela génère des défis pour être en mesure d'analyser les impacts que cela peut avoir sur les redevances et les droits de douane si ces exportations sont mal déclarées ou mal valorisées. Et on en a déjà parlé il y a un instant avec notre collègue précédent. On peut également parler des différents aspects, notamment les financements de ces entreprises minières. La plupart de ces cas-là, elles ont accès à des financements. Et je ne parle pas uniquement que des entreprises lithium ou que de la question argentine, parce qu'on n'a pas assez d'informations pour vraiment rentrer dans le détail de ça. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent déduire des intérêts sur la base de leurs capitaux et de leurs fonds propres. L'Argentine a mis en œuvre l'action 4 des mesures BEPS, à savoir la déduction des intérêts. En Argentine, les dernières données
incluses dans l'assistance technique que nous avons reçue de l'IGF, nous ont permis d'analyser les différentes stratégies dans le pays. Il semblerait que les produits les plus importés, c'est le chlorure de lithium, le lithium, entre autres. Et d'autres pays analysent également l'hydroxyde de lithium. Alors, c'est surtout dans le nord-ouest du pays. Churul, Catamarca et Sala, donc ce sont les régions concernées à l'heure actuelle le plus par cette extraction. Et concernant les stratégies que développe notre gouvernement, il faut tout d'abord souligner qu'en Argentine, le Bureau général des douanes, en collaboration avec le Bureau fiscal, donc l'administration fiscale, ont formé un bureau unique. Le but étant de coordonner et d'intégrer les missions entre les deux agences. Deuxièmement, il y a des stratégies d'échange d'informations avec les différentes provinces qui ont, comme je l'ai dit, la responsabilité de collecter les redevances en matière extractive. Et il y a des business models où la participation du gouvernement fait partie des prérequis pour être autorisé à faire de l'exploration minière. Donc, c'est ce qu'on appelle notamment sur les composants durs. Nous avons renforcé notre réseau d'échange d'informations en Argentine. C'est essentiel pour déterminer et pour comprendre dans de nombreux cas si, par exemple, des opérations transverses sont bien déclarées ou sous-facturées. Et avoir de l'assistance concernant l'échange d'informations est essentiel. Cependant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a une stratégie de coopération internationale robuste, grâce notamment à l'assistance technique de l'IGF. Merci d'ailleurs, merci Thomas, merci Jacqueline. Je les vois ici, donc merci. Merci infiniment de tout votre travail. L'analyse concernant les standards internes domestiques a été faite avec des visites de sites dans le pays. Nous avons obtenu des explications avec des tables rondes pour nous aider dans notre reporting. Tout a été analysé par l'administration fiscale, par les bureaux des provinces. Ils utilisent notamment les redevances minières. Du point de vue que l'État a besoin et doit participer et recevoir une partie des bénéfices de ces entreprises minières, mais également pour permettre le développement d'actions au sein du gouvernement. Et ces formations, les contribuables qui ont été rédigés pour les aider à bien déclarer et bien informer le gouvernement sur leurs exportations de lithium. Comme je l'ai dit, l'un des défis principaux est qu'il y a parfois la sous-facturation de prix de transfert de lithium. Et ça, c'était un élément très important. Et le travail qui a été mis en place par l'OCDE et l'IGF avec cette entreprise déclare sous-facturer à des prix plus bas que le secteur. Et beaucoup d'entreprises de consultance comprennent que ce sont des prix de référence qu'il faut utiliser. C'est ça qui est intéressant pour nous. Pour les entreprises auditées. Et l'administration fiscale doit comprendre qu'elle a besoin de plus d'informations concernant les opérations déclarées par ces entreprises. Et dans ces audits fiscaux, nous devons comprendre et souligner l'importance de tenter de trouver un accord. Nous devons trouver un résultat juridique
satisfaisant parce que la législation argentine doit mettre en avant le fait que les prix de transfert doivent être justifiés avec des comparables avec, et pas avec d'autres méthodes indirectes. Parce que même si ce secteur est en train de se développer, ça n'est pas encore consolidé au niveau international. C'est pour ça qu'il est si différent d'utiliser des méthodes indirectes qui requièrent d'être comparées avec les bilans financiers d'autres entreprises, notamment les entreprises indépendantes qui, dans le cas du lithium, ne sont pas bien identifiées. J'espère ne pas avoir pris trop de votre temps aujourd'hui et j'espère sincèrement que j'ai été claire au cours de cette présentation. Et je suis désolée, je n'avais pas préparé de présentation à proprement parler, mais je me suis dit que je serais peut-être plus rapide ainsi. Donc, je serai présent dans l'assistance au cours de cette session. Donc, je vous rends la parole, Andrew. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci infiniment pour cette formidable intervention concernant le secteur du lithium en Argentine. Vous nous avez donné un bon aperçu de l'assistance fournie par l'IGF. Merci, Jacqueline, également, de nous avoir écrit dans le chat avec un lien vers des ressources que l'IGF a mis à disposition. On n'aura probablement pas beaucoup de temps pour les questions-réponses. On est un petit peu en retard, mais je vais donner la parole à Thomas pour continuer avec la présentation. Merci infiniment, Andrew, et merci à Webster. Merci, Sergio. C'était une excellente vue d'ensemble du travail que l'on fait. Vous avez bien souligné deux manières dont on travaille avec les pays lorsqu'on les soutient. Tout d'abord, en Zambie, comme on l'a vu, on a un programme d'assistance technique complet où on essaie de s'attaquer à tous les domaines de planification fiscale, perte de revenus pour les pays, pour avoir vraiment une vraie différence au long terme. Et l'Argentine, c'était plutôt un travail de conseil où on a travaillé sur un domaine spécifique pour aider les pays, notamment sur des produits spécifiques. Là, c'était avec la boîte à outils sur les minéraux. Donc, c'était très complémentaire. Merci infiniment parce que ces deux présentations étaient très, très utiles. On a beaucoup d'initiatives à l'avenir. On va avoir encore une nouvelle boîte à outils qui va sortir avec d'autres ateliers de collecte, des recettes fiscales dans le secteur minier. Je vais passer à la prochaine diapo pour parler d'un beau projet. Voilà, c'est celui-là. Donc, l'avenir de la fiscalité et des ressources. Projet conjoint avec la TAF. On a commencé il y a plusieurs années sur la base du constat qu'il y avait besoin de nouvelles idées, de nouvelles bonnes pratiques que les pays voulaient peut-être partager avec les administrations fiscales en matière de revenus miniers. Donc, sur la diapo suivante, vous le verrez, un certain des résultats de l'étude qui nous montrent le type de défis auxquels sont confrontés systématiquement les gouvernements en matière de fiscalité minière. On voit les thèmes clés qui vous seront probablement très familiers. C'est la raison pour laquelle les gouvernements n'étaient pas ravis de la contribution du revenu minier dans leurs recettes fiscales, parce que ça peut être amélioré. Sur la diapo suivante, vous le verrez, il y a ces 10 idées qui sont les idées saillantes de ce projet. Et il y a également, l'année dernière, une brochure qui a été sortie avec la TAF. Et on va travailler avec la Zambie et l'Argentine pour le lancement officiel. Donc, Jacqueline va pouvoir envoyer le lien dans le chat. Elle est disponible. Cette brochure, elle est disponible en espagnol et en français. Alors, il y en a qui sont plus axés sur les régimes progressifs, avec une répartition plus juste des bénéfices. D'autres sont plus simplifiés, les régimes simplifiés, donc faciles à mettre en œuvre et avec des actions faciles à mettre en œuvre. D'autres sont peut-être plus larges et vont plus loin.
On arrive quasiment à la fin de la présentation. Je suis désolée, je vais très, très vite. Je vous demande d'excuser. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Je fais un peu de promotion si ça ne vous dérange pas. On est en train de recruter. Le programme est en train de s'étendre. Donc, si vous voulez travailler, on cherche un conseiller politique pour travailler avec nous. Donc, n'hésitez pas. Il y a le lien pour candidater. Je m'arrêterai ici. Merci infiniment de votre attention et je rends la parole à Andrew. Merci beaucoup. Merci Thomas pour cette intervention rapide. Pour souligner certains des points, n'hésitez pas à lire ces idées, ces 10 idées de politique avec différentes options de politique à envisager. Vous pouvez en choisir certaines et en laisser pour plus tard, pour les envisager pour plus tard. Je crois qu'en effet, on n'aura pas forcément le temps de faire une session de questions-réponses. Je crois qu'il y a quelques questions, mais on semble avoir été assez clair puisqu'il n'y a pas tant que ça. Donc, n'hésitez pas quand même à nous envoyer un message à moi, à Thomas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera ravis d'y réfléchir et de vous y répondre. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos questions par email, on y répondra. Et enfin, merci à nos donateurs plutôt. On fournit un soutien, mais sans le soutien des donateurs, on ne pourrait pas faire l'incroyable travail que nous faisons à l'heure actuelle.